Bonjour et bienvenue dans la première édition A&M de 2025. On vous souhaite avant tout une très bonne année, la santé, l'amour et le bonheur, de la musique, toujours plus de musique, mais aussi de la douceur et du courage, de la générosité et de l'impertinence, de la résilience et de l'humour. Ça sert toujours l'humour. Alors avec Clara, Inès et Lila, nous vous avons concocté une nouvelle missive à l'image de ce début d'année. Un clair-obscur déroutant, un étrange mélange de nouveaux départs et de nouveaux repères, et une bonne dose de ressources complémentaires en sus. Mon édito s'appelle Winter is Coming. Clara partage des tips pour programmer vos posts et dire bye à la charge mentale. Inès fait un décryptage autour de l'album format dépassé ou toujours essentiel. Et Lila vous fait une chronique d'Ariel, l'étoile montante du folk. Bonne lecture et écoute. J'ai décidé d'appeler cet édito Winter is Coming, car un vent mauvais souffle au royaume du numérique qui, d'ailleurs, rime avec le mot Amérique. Car en vrac, nous avons eu la fin de la neutralité du net aux États-Unis, suite à une décision d'une cour de justice le 2 janvier dernier. L'annonce de l'arrivée de profils IA sur Facebook, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans un prochain édito. La fin du fact-checking chez les réseaux de Meta, Facebook, Instagram et Threads, et surtout l'allégeance de son fondateur à Donald Trump, mettant de facto son empire numérique à son service, en faisant sienne sa conception partiale et sélective de la liberté d'expression, et en nommant 2 républicains fidèles de Trump à des postes clés tels que le conseil d'administration et la direction des affaires publiques de Meta. Depuis le 7 janvier 2025, il est donc possible sur Instagram, Facebook et Threads de publier, et je vais maintenant citer un extrait de leurs conditions générales d'utilisation, de la discrimination ou des insultes dans le contexte d'une discussion politique ou religieuse, tels que les droits des personnes transgenres, l'immigration ou l'homosexualité. Nos standards sont conçus pour laisser s'exprimer ce type de discours. Fin de la citation. Open Terms Archive, un logiciel libre qui combat l'opacité des conditions d'utilisation des big tech pour les rendre transparentes, a enquêté et listé le type de contenu haineux désormais autorisé à polluer nos fils d'actualité, à savoir faire des allégations de maladie mentale ou d'anormalité lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle, comparer les femmes à des biens ou à des objets, comparer les personnes noires à du matériel agricole, appeler à expulser certains groupes, publier des déclarations niant l'existence d'un groupe de personnes. Cette liste abjecte est malheureusement loin d'être exhaustive. Bref, c'est tellement horrifiant que même le Quai d'Orsay s'en est diplomatiquement ému. Mon petit doigt me dit que Eat the Rich serait totalement hors limite, mais qui sait, il faudra tester pour être fixé. Fin de la blague. Ce n'est pourtant pas la première fois que Facebook nous pose un véritable cas de conscience. Avec Clara, nous avions déjà écrit une tribune sur le problème en juin 2020, car il était avéré que la désinformation sur Facebook avait contribué au génocide des Rohingyas au Myanmar en 2017. Relisez cette tribune aujourd'hui, elle n'a malheureusement pas pris une ride. Les nouvelles règles sur Meta posent la question cruciale de savoir comment les artistes vont faire pour même continuer à utiliser ces réseaux si leurs propos sont susceptibles d'y être censurés. Pire encore, comment utiliser de telles plateformes lorsque l'existence même d'artistes minorisés est autorisée à y être niée? Est-il encore possible de promouvoir son projet sur Instagram ou Threads, Facebook étant déjà moins utilisé aujourd'hui, lorsqu'on est une femme, LGBTQIA+, racisée, gros, grosse, handi, qu'on souffre d'addiction ou de problèmes de santé mentale, ou tout simplement qu'on est considéré comme ayant un discours entre guillemets woke, en d'autres termes, lorsqu'on n'est pas d'extrême droite. Comment s'assurer que les profils de ces artistes ne seront pas, au mieux, invisibilisés par les algorithmes, au pire, encore plus violemment exposés à de la haine en ligne et du cyberharcèlement que les réseaux sociaux ont fait exploser sans jamais parvenir à les contenir et les sanctionner. Algo partout, liberté d'expression nulle part. Mais la différence aujourd'hui est la dimension géopolitique et impérialiste de ce séisme. Nous sommes les victimes collatérales d'un jeu sadique et cynique, politique et idéologique, commercial et peu original, qui se joue à 1000 lieues au-dessus de nos têtes. Et ce jeu inique est imposé par des hommes blancs, riches et américains, qui jouent leur propre version de Hunger Games. En tant qu'utilisateurs, utilisatrices, nous ne faisons donc pas partie de l'équation. Nous avons été informés, mais c'est tout. Nous avons déjà basculé dans une nouvelle ère, le nouveau paradigme est un fait accompli, les changements sont déjà effectifs. Même si rien ne va dans le message de Mark Zuckerberg, et vraiment rien, il est parfaitement inutile de perdre du temps à essayer de décrypter ses motivations. Car le pourquoi du comment n'est plus le sujet, c'est une distraction.
une de plus. La seule chose qui reste à faire pour chacune d'entre nous est de se demander ce qu'on fait de ce putsch qui menace aussi bien la liberté de création des artistes que nos libertés fondamentales à toutes et à tous. Est-ce qu'on l'accepte ? Et si la réponse est non, comment agir ? Voici quelques pistes que je vous partage et que j'applique moi-même au quotidien. Prioriser notre temps et ne le consacrer qu'à des choses ou des personnes qui partagent nos valeurs et nous font et nous veulent du bien. Les algorithmes veulent nous égarer sur les voies de la colère et du chaos, c'est non. Recenser, deuxièmement, tous les outils numériques qu'on utilise pour y trouver des alternatives européennes éventuelles. Cela assure que nos données seront stockées en Europe et nos droits fondamentaux protégés et non soumis au système américain. Pour l'instant. Par exemple, j'ai bien conscience que cette newsletter est actuellement hébergée sur Substack, qui est un outil américain. On a évidemment listé les outils de recours si jamais il devenait nécessaire de changer. Troisièmement, penser une vraie stratégie direct to fan, qui passe par des canaux permettant de rester en contact avec ses fans en dehors des réseaux sociaux si besoin. Mail, téléphone et adresse postale si possible. 4. Préparer un plan de secours en imaginant la manière dont on se retirerait, métaphoriquement ou de manière radicale, de ces plateformes si on décidait de faire le grand saut en faisant levier de son capital existant, à savoir sa communauté sur ces réseaux, pour la rediriger vers des espaces safe et sains que l'on maîtrise, et ce dans une temporalité qui nous convient. 5e et dernier conseil, s'interroger sur notre rapport à la publicité sur ces plateformes ainsi que notre réflexe d'y recourir systématiquement pour promouvoir un projet. Serait-il possible de réduire voire arrêter de financer Meta ? Et si oui, comment ? Et où rediriger notre argent ? Je sais à quel point il est vertigineux de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et de ce que cela implique pour l'avenir. Mais c'est dans ces moments-là que les mots de Alice Walker, écrivaine et militante féministe noire américaine, résonnent fort. Elle disait « The most common way people give up their power is by thinking they don't have any ». La manière la plus fréquente dont les gens abdiquent leur pouvoir est de penser qu'ils n'en ont aucun. Car chacune peut faire quelque chose à son niveau. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors certes, winter is coming, mais restons groupés, on est ensemble. Si vous avez envie de poursuivre la réflexion ou doom-scroller, c'est selon, voici des newsletters et livres de personnes formidables qu'il ne faut pas hésiter à soutenir, à savoir Blood in the Machine de Brian Merchant, c'est une newsletter sur l'IA, Silicon Valley, le travail et le pouvoir. Deuxièmement, The Tech Coup de Marietje Schaake, publié en 2024 aux éditions Princeton University Press. C'est une ancienne députée européenne spécialisée dans les enjeux géopolitiques du numérique. Troisième recommandation, Technopolitique de Asma Mhala, publié aussi en 2024 aux éditions du Seuil cette fois, qui explore la manière dont les big tech ont redéfini les jeux de pouvoir entre nations, interviennent dans la guerre et tracent ou retracent les frontières de la souveraineté. Quatrième recommandation, c'est Algorithms for the People, Democracy in the Age of AI, de Josh Simons, publié en 2023 au Princeton University Press, qui, plutôt que d'explorer l'impact de l'IA sur la démocratie, s'interroge sur la manière de mettre ou remettre la démocratie au cœur de la gouvernance de l'IA. Et enfin, cinquième recommandation, Ce qu'il reste de nos rêves, de Flore Vasseur, publié en 2021 chez Pocket, qui revient sur les parcours et messages de Aaron Swartz, génie de la tech qui avait tout vu et tout compris des enjeux actuels avant tout le monde. Bonne lecture. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Les résolutions de début d'année sont faites pour être abandonnées. Mais si vous ne devez en garder qu'une seule, ce serait celle de programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Alors oui, je conçois que mes tips sont en complet décalage avec les propos d'Émilie que vous venez de lire et ou d'entendre. Propos que je partage à 2000% évidemment. Et en même temps, pas tant que ça. Car tout ce qui est fait n'est plus à faire. Programmer vos posts vont vous permettre, en premier lieu, de commencer à s'éloigner des réseaux de Meta et les autres aussi. On programme les posts nécessaires à sa visibilité et on s'en va. C'est un début de sortie à minima de ces réseaux. Deuxièmement, le fait de programmer vos posts va aussi vous obliger à avoir un planning éditorial et à vous y tenir, à minima. Les urgences et les envies spontanées ne sont pas à négliger évidemment. Troisièmement, programmer va vous permettre d'enlever cette tâche de fond permanente dans votre cerveau de
je dois poster, je n'ai pas posté, je ne sais pas quoi poster, qui prend de l'énergie. On le fait une fois et c'est bon. Dernièrement, programmer va vous permettre de prendre le temps de fignoler vos posts. Emojis, tags, réglages de sous-titres, etc. Certaines travaillent bien dans l'urgence, mais avouez que c'est plus confortable d'avoir l'espace temporel et mental de penser à tous les détails. Passons à la technique. Comment on fait ? Une toute petite précaution en amont, ces recommandations ne valent que pour les posts, textes, photos, vidéos, reels, et non pour les stories, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. S'il est possible techniquement de programmer des stories, les fonctionnalités qui font leur saveur, texte, musique, stickers, etc., ne sont pas disponibles. Enfin, les événements sur Facebook ou LinkedIn ne sont pas non plus concernés. Alors, sur Facebook, Meta Business Suite est votre ami. Disponible gratuitement sur ordinateur ou via l'application mobile éponyme, vous pouvez programmer tous vos posts depuis ce même endroit. Bonus, vous y retrouvez aussi la gestion des commentaires et messages, vos statistiques, un espace dédié aux publicités, etc. Sur Instagram, première chose à le savoir, il faut avoir un compte professionnel. Ensuite, il existe deux manières. Soit directement depuis l'application mobile. Après avoir fait votre post, vous cliquez sur Paramètres avancés juste au-dessus du bouton Publier. Et excellente nouvelle, il est désormais possible de programmer un post en collaboration. Vous retrouvez ensuite tous vos posts programmés à côté de vos brouillons. Deuxième manière, sur Meta Business Suite encore, si vous avez relié votre compte Instagram à votre page Facebook. Avantage, vous pouvez rédiger votre publication une fois et cliquer sur Personnaliser la publication pour Facebook et Instagram si vous souhaitez écrire la même chose sur ces deux réseaux avec les ajustements nécessaires. Petit inconvénient, certaines fonctionnalités comme la collaboration, l'ajout de musique ou l'ajout de rappels ne sont pas disponibles. Sur TikTok, vous pouvez programmer sur la version ordinateur en cliquant sur Téléverser en haut à droite. Depuis peu, il est désormais possible de programmer vos publications depuis l'application mobile qui s'appelle TikTok Studio. Attention, ce n'est pas encore disponible en France. À suivre. Enfin, à savoir, quand vous programmez depuis un ordinateur, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, comme les filtres ou la génération de sous-titres. Privilégiez les vidéos déjà montées pour plus de souplesse. Pour programmer sur LinkedIn, vous pouvez le faire directement depuis l'application mobile ou la version desktop. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Que ce soit pour votre profil perso ou une page entreprise, toutes les fonctionnalités sont là. Je finis mes astuces avec un petit bonus. Si vous gérez plusieurs comptes ou pages, des outils tiers existent pour programmer en un seul endroit sur plusieurs plateformes. La plupart sont payants et très chers, donc à n'utiliser que si vous êtes community manager, community manageuse et que vous gérez plein de comptes. Mais je peux vous en conseiller deux qui ont des options gratuites. Le premier, c'est Metricool. Le nom est super, c'est en français, c'est très facile d'utilisation et vous avez des analytics assez détaillés. Attention par contre sur la gestion des mentions qui n'est pas toujours optimale. Et le deuxième, c'est Buffer. Je l'utilise depuis 10 ans et j'ai donc une petite faiblesse pour l'outil. Il permet notamment d'avoir des créneaux de publication prédéfinis et de préparer un post pour plusieurs réseaux en même temps. Mais il est en anglais et la gestion des mentions est ici catastrophique. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. S'il y a donc une bonne résolution à prendre cette année, c'est donc bye bye la charge mentale. Hello, c'est Inès. Pour ce nouveau décryptage aujourd'hui, on va parler des albums, à savoir est-ce que c'est un format dépassé ou toujours essentiel. Le format album est toujours au cœur de l'industrie musicale, mais aujourd'hui, on peut se demander s'il est toujours indispensable de sortir des albums au lieu de se concentrer sur une stratégie de single. Pour les artistes indépendants et indépendantes, sortir des singles est souvent une option plus rentable et flexible, notamment parce que produire un album représente un coût élevé et rarement rentable. En 2017, par exemple, 90% des albums produits n'ont pas atteint leur seuil de rentabilité. C'est pour ça que miser sur des singles permet d'investir progressivement et de rester réactif et réactive face à un public habitué à une consommation rapide et de plus en plus fragmentée. Avec le nombre toujours plus excessif de sorties, le public a tendance à moins prendre le temps d'écouter des albums dans leur intégralité pour se concentrer davantage sur des titres marquants ou des featuring accrocheurs. C'est d'ailleurs pour ça que certains artistes ont commencé à masquer le nom des featuring présents sur leurs albums pour inciter le public à vraiment découvrir le projet global
et vivre l'expérience telle qu'elle est censée être partagée. C'était par exemple le cas de Green Montana avec son dernier album Sodad. Pour un ou une artiste émergent, les singles représentent aussi une porte d'entrée stratégique pour intégrer des playlists éditoriales en plein essor, multiplier les prises de parole et surtout s'aligner avec la logique des algorithmes qui valorisent la régularité des sorties. Cependant, l'album reste un pilier pour construire une carrière durable parce qu'il est encore perçu comme un cap à franchir entre guillemets et une étape clé dans le développement d'un ou d'une artiste. Malgré le fait que les albums soient moins rentables aujourd'hui, le poids commercial qu'ils peuvent représenter n'est pas négligeable. Il faut aussi prendre en compte le genre musical, parce que si on a parfois l'impression que le streaming tend à devenir le mode de consommation prédominant, il existe encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas YouTube ou Spotify pour écouter de la musique et qui continuent d'acheter des CD et des vinyles. Alors certes, le pourcentage de ventes physiques diminue, mais selon le genre musical, sortir un album physique a encore toute son importance. En 2023, par exemple, une étude du Media Research a révélé que les fans dépensent en moyenne 25% de plus en produits dérivés lors de la sortie d'un projet complet. Certains genres comme le rock, le jazz ou encore la musique classique maintiennent une forte attache au support physique, ce qui peut être plus compliqué à assurer avec uniquement des singles. Pour construire une carrière aujourd'hui, il n'est plus indispensable de produire un album, mais ça reste très intéressant pour permettre à un ou une artiste de marquer son univers avec une vraie expérience complète, autant pour les professionnels que pour les fans, qui estiment à 62% qu'un album offre une expérience plus immersive et authentique, renforçant la connexion avec l'artiste. Même si le sentiment de devoir être omniprésent se développe chez les artistes, prendre le temps de créer et défendre un album peut être tout aussi bénéfique. Et sortir un album ne signifie pas être présent à un moment, puis disparaître juste après, parce qu'il existe de nombreux moyens de capitaliser sur une sortie en amont avec des singles teasers ou des EP, ou après avec des focus tracks, des clips, du live ou encore des versions revisitées. Hello, c'est Lila et voici ma première chronique 2025. Bonne année. Ariel, c'est l'étoile montante du folk. Long Time No See, c'est le premier album d'Ariel et je sais même pas quoi lui dire, à part merci. J'ai découvert Ariel sur TikTok avec sa chanson Something Might Happen in the End et je suis tombée folle amoureuse de son projet. Vous mélangez les voix de Lizzie McAlpine et Olivia Rodrigo et vous rajoutez les instrus de Gracie Abrams et les justesses des paroles de Conan Gray. Et ça vous donne l'énorme câlin de douceur qu'est Ariel. Je suis très heureuse de pouvoir commencer 2025 avec ce projet dans mes oreilles et je vous conseille fortement d'aller le streamer. Ça fait du bien d'avoir enfin une artiste française qui chante en anglais mais avec ce style américain folk qu'elle maîtrise à la perfection. Il faut la suivre de très très près car elle a énormément de potentiel et j'ai hâte de la voir monter de plus en plus haut. Gros coup de cœur pour le single Something Might Happen in the End, un petit bonbon au miel pour les oreilles. Et voici avec ma première playlist de l'année pour accompagner cet album exceptionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve le 1er du mois prochain. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles, vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. À très vite.